Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Le président du conseil d'administration de la Citaraï se réjouit des résultats enregistrés. Michel Roussin est en fin de mandat à la tête de la Société internationale du transport africain Paraï. Il a échangé avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Ils ont parlé du renforcement de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et la Citaraï. Demain s'ouvre à Marrakech au Maroc la 12e édition de la World Policy Conference, un espace de réflexion et de dialogue autour des enjeux de la gouvernance mondiale. Le Premier ministre ivoirien prend part à la rencontre. Amadou Gon Coulibaly va présenter les perspectives ivoiriennes sur les défis de la lutte contre la pauvreté. Et puis la Côte d'Ivoire est engagée également à protéger la jeune fille et lui offrir toutes les opportunités de développement, des mécanismes mis en place. La situation évolue. La ministre de la Femme fait le point. La journée internationale de l'éducation de la fille célébrée ce 11 octobre. Le vice-président de la République a reçu le président du conseil d'administration de la Citaraï, Michel Roussin, est en fin de mission en Côte d'Ivoire. Il est allé faire ses adieux aux autorités ivoiriennes. Ils ont salué la qualité de la collaboration entre la Côte d'Ivoire et la Société internationale de transport africain Paraï. On fait le point avec Abou Sanogo. Michel Roussin, ancien ministre français de la coopération, président du conseil d'administration de la Citaraï, la Société internationale de transport Paraï en Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa participation au conseil d'administration, reçu par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, abordant son dernier mandat au sein du conseil d'administration de la Citaraï. Michel Roussin est venu faire ses adieux à la Côte d'Ivoire. Cette société, j'y ai été très attaché, je me suis consacré à ce développement. J'ai aussi joué mon rôle d'accompagnement social de cette catégorie de personnel très dévoué à l'entreprise. Et donc pour moi, c'est un moment de satisfaction parce que ça a marché. Et puis, petite nostalgie de quitter ce lien avec la Côte d'Ivoire, mais je reste très attaché à la Côte d'Ivoire et je ne disparais pas du paysage. Michel Roussin est depuis 2015 président du conseil d'administration de la Citaraï, société basée à Abidjan, opérant dans les chemins de fer en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Il a été également président du conseil d'administration de Camraï, réseau ferroviaire géré au Cameroun par le groupe Bolloré. Je vous emmène à présent à Marrakech, au Maroc. Le Premier ministre est arrivé dans le pays. Amadou Gon Coulibaly va prendre part au World Policy Conference. C'est la mondialisation, le multilatéralisme et le système monétaire international à l'ordre du jour. Le chef du gouvernement va alors présenter les efforts du pays dans la lutte contre la pauvreté. Envoyé spécial Herman Guivé. Royaume du Maroc, Marrakech, centre de conférence Four Seasons. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est accueilli par Thierry de Montbrial, initiateur de la World Policy Conference, la conférence sur la politique mondiale. Les deux personnalités se connaissent bien. Au menu de cette journée, des audiences pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant l'ouverture officielle de la conférence. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly vient donc d'arriver ici à Marrakech pour prendre part à cette 12e édition de la World Policy Conference. Entendez la conférence sur les politiques mondiales. Une conférence lancée en 2008 par Thierry de Montbrial qui se donne pour objectif de promouvoir un monde plus prospère, plus juste, plus ouvert. Le chef du gouvernement ivoirien maîtrise très bien les sujets qui sont abordés au cours de cette conférence. Lui qui en 2018 s'exprimait à cette tribune. Amadou Gon Coulibaly prendra donc demain, samedi, la parole pour présenter sa vision et ses perspectives sur les différentes thématiques qui lui seront présentées et qui seront abordées au cours de cette conférence. En Côte d'Ivoire, les flux de communication électronique des entreprises de télécommunications, désormais contrôlés, un dispositif sera institué. Le projet de loi adopté hier par la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement de l'Assemblée nationale, il va permettre d'avoir des données fiables pour la maîtrise du chiffre d'affaires des entreprises du secteur. Le point avec Grace Kando. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste, face aux députés de la commission Recherche, Sciences, Technologies et Environnement.
Mamadou Sanogo a présenté ce jeudi le projet de loi portant institution d'un dispositif de contrôle des flux de communication électronique des entreprises de télécommunications. Chaque jour, on parle d'avancées dans ce secteur. Alors, aucune administration fiscale ne peut suivre un tel secteur si les outils de contrôle ne sont pas eux-mêmes digitalisés. Ces équipements techniques permettront de retracer toutes les transactions, que ce soit des transactions au sein même du réseau de l'opérateur, des transactions avec des partenaires, des opérateurs concurrents, des transactions à l'international et quelle que soit aussi la nature des transactions, qu'elles soient liées aux data, qu'elles soient liées à la voix. Donc, toutes ces opérations seront tracées, chiffrées au mois, de sorte à permettre aux régulateurs, qui est la TCI, certifié ou d'aider le certificateur légal, qui est certainement le commissaire aux comptes de ces grands groupes, de dire oui, les chiffres qu'ils annoncent sont des vrais chiffres. Après 2 heures d'échange, le projet a été adopté à l'unanimité par les 27 députés présents sur les 40 de la commission. J'étais venu ce matin avec beaucoup d'appréhension parce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le système fiscal est basé sur la déclaration. On nous a présenté une ratification d'ordonnance qui visait plutôt à aller faire un contrôle a posteriori. Mais j'avoue que le ministre a su dissiper toutes mes inquiétudes. Ce qui nous rassure, c'est que le contrôle va permettre de protéger le secret professionnel. Nous utilisons beaucoup WhatsApp, le Facebook et autres, mais tout cela sera de nature à garantir la confidentialité des communications au niveau des populations. Selon le ministre Mamadou Sanogo, le secteur des télécommunications génère 1032 milliards de francs CFA par an. Plusieurs pays expérimentent déjà ce projet, entre autres le Sénégal, la Tanzanie, le Ghana et le Rwanda. Le gouvernement ivoirien veut mettre fin à l'apatridie en Côte d'Ivoire. Il travaille également au retour volontaire des réfugiés ivoiriens. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Croix-Rouge apportent leur contribution. Il vient de se tenir la 70e session du comité exécutif du programme du Haut Commissaire à Genève en Suisse. C'était en présence du ministre des Affaires étrangères, Gabriel Zani. 60 pays ont évalué les mesures de la lutte contre l'apatridie à Genève en Suisse, un engagement pour réduire de façon remarquable le fléau qui touche plusieurs États. Ce débat de haut niveau a été la tribune pour le ministre des Affaires étrangères d'exposer sur les stratégies de lutte contre l'apatridie en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a mené un ensemble d'actions, à savoir la mise en œuvre d'une procédure spéciale de déclaration à l'état civil pour les élèves du primaire démunis d'extraits d'actes de naissance, donc à risque d'apatridie sur le long terme, qui s'est soldé par un excellent résultat de 630 000 actes de naissance délivrés. Le lancement d'une étude qualitative et quantitative sur la population cible des apatrides et personnes à risque d'apatridie en vue de l'élaboration d'une stratégie adaptée. Les initiatives ivoiriennes en la matière ont conduit en 2014 à l'adoption de la déclaration d'Abidjan par des États membres de la CEDEAO. Un plan national pour l'éradication de l'apatridie est en préparation. L'autre point des assises de Genève, le statut de réfugié. Selon le ministre des Affaires étrangères, le pays continue le rapatriement volontaire et la réinsertion des réfugiés avec l'appui du HCR. À ce jour, 278 000 réfugiés sur les 300 000 recensés ont regagné le pays. Nous avons souhaité que les camps de réfugiés dans les pays limitrophes qui ont bien voulu accueillir nos ressortissants soient fermés. Parce qu'il n'y a plus aucune raison qui justifie que des réfugiés ivoiriens soient résidents dans des pays limitrophes. La situation en Côte d'Ivoire est totalement normale. Le président a pris un certain nombre de dispositions, notamment l'amnistie. Le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés apprécie l'effort du gouvernement ivoirien. Je voudrais, Monsieur le ministre, particulièrement vous remercier et votre appel pour une collaboration régionale et avec l'appui du HCR, bien sûr,
pour qu'on arrive à une solution définitive de ce problème est bien entendu. En marge de la 70e session du comité exécutif du programme du haut-commissaire, Marcel Amontano a fait des rencontres déterminantes. Il s'est entretenu avec le président du comité international de la Croix-Rouge. La Côte d'Ivoire abrite la 4e la plus grande base mondiale du CICR, le comité international de la Croix-Rouge. Et rendons-nous dans le nord du pays. Le barrage de Solomougou est en rénovation. C'est dans la sous-préfecture de Guiambé. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a lancé les travaux hier. Ce barrage va générer 1000 emplois. Il va permettre également de produire 11 000 tonnes de vivriers. Une rénovation qui va coûter plus de 18 milliards de francs CFA. Les détails avec Amy Sissoko. Construit en 1974 par l'ex-Soderi, le barrage hydro-agricole de Solomougou dans le Poro, réhabilité pour la toute première fois, soit 45 ans plus tard. Des travaux sont lancés ici par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Adjoumani Kwasi Kobena, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Solomougou, dans la sous-préfecture de Guimbé. Ces travaux vont renforcer le potentiel des cultures vivrières comme le riz, le maïs et les légumes et améliorer la maîtrise de l'eau. Nous allons passer en aval à 810 hectares précisément, puisque actuellement c'est seulement 200 hectares qui peuvent être utilisés par les producteurs. Donc c'est donc un changement important qui va permettre aux producteurs de pouvoir déjà produire sur 2 cycles. Aujourd'hui, ils ne produisent que sur un seul cycle. Donc dans l'année, ils pourront produire 2 fois. La réhabilitation du barrage hydro-agricole de Solomougou s'inscrit dans le cadre du programme filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FATSI, un programme financé par la France à travers le contrat de développement et de désendettement C2D à plus de 58 milliards de francs CFA, dont plus de 18 milliards pour le projet de Solomougou. Les travaux vont permettre une augmentation de la capacité en eau du barrage de 15 millions à 18 millions de mètres cubes. Nous sommes ici pour rendre hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre, qui ont décidé de ne pas faire mourir ce joyau que vous voyez. Ce sont plus de 1000 emplois qui vont être créés et nous envisageons de produire ici plus de 11 000 tonnes de produits par an et je crois que cela est salutaire pour notre pays. L'aménagement du barrage de Solomougou vise à renforcer durablement la sécurité alimentaire dans le Poro. Les travaux vont durer 30 mois. On va rester dans le secteur agricole. La coopération Côte d'Ivoire-Ghana dans le secteur du cacao se porte bien. Ils sont les 2 grands fournisseurs du marché mondial. Les experts des 2 pays étaient en réunion. Ils ont évoqué les moyens de servir un prix décent, un prix rémunérateur aux producteurs. Ils ont donc réexaminé les programmes de durabilité et aussi parlé de certification. Des détails avec Noël Yagno. Commercialisation du cacao à l'international. La coopération Ghana-Côte d'Ivoire pour faire front à la vélocité du marché fait son chemin. Les experts des 2 poids lourds du marché, 60% de l'offre mondiale, ont examiné sur 2 jours le mécanisme du prix plancher décidé à la suite des rencontres de juin et juillet 2019 et respectivement à Accra et Abidjan. Ce mécanisme intègre le différentiel du revenu décent. Le différentiel du revenu décent vise l'amélioration des revenus de tous les producteurs de cacao sans exception, tandis que les programmes de durabilité et de certification mis en œuvre par les chocolatiers ne touchent qu'une minorité de ces producteurs. Vous avez dit durabilité et certification. Le Conseil Café Cacao et le Ghana Cocoa Board ont intégré cette donne conformément aux vœux des chocolatiers. Mieux, une rencontre a été initiée à cet effet les 10 et 11 septembre ici à Abidjan. Le comité des experts a réexaminé la question de la durabilité et de la certification pour le rendez-vous de Berlin des 20 et 21 octobre prochains. Une ferme décision sur la poursuite ou l'arrêt de tous les programmes de durabilité et de certification dès la campagne 2019-2020 sera communiquée aux parties prenantes par les instances dirigeantes du Conseil du Café Cacao
et du Ghana Cocoa Board lors de la réunion de partenariat de la Fondation mondiale du cacao à Berlin. Un match en perspective dont l'issue sera déterminante pour le mécanisme intégrant le différentiel du revenu décent de $400 la tonne, soit 200 000 francs CFA de plus sur la tonne. Et puisqu'on parle de moyens, la France apporte son appui aux PME et start-up ivoiriennes. Il va permettre de contribuer à leur développement. C'est l'objectif de la mise en œuvre des Choose Africa, un programme porté par l'Agence française de développement. Cette catégorie d'entreprises va accroître son potentiel. La question de l'accès au financement trouve alors ici une réponse. Lansine Bakayoko. Les petites et moyennes entreprises, tout comme les start-up, jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et l'innovation. Pourtant, cet important vecteur de croissance économique peine à se déployer en Afrique. Les PME ivoiriennes font essentiellement face à des problématiques de capacité managériale et technologique, d'accès au marché, des dispositions d'outils d'aide à la prise de décision, ou souvent des climats d'affaires, de réglementation qui ne sont pas soit bien à leur faveur ou ne sont pas très bien explicites. Mais le manque de financement adapté reste l'obstacle majeur qui freine l'ambition des entrepreneurs et bride le potentiel de leurs entreprises. Aujourd'hui, seuls 15% des PME ivoiriennes ont accès aux prêts bancaires et 90% des start-up n'ont accès à aucun financement. Le projet Choose Africa va donc mobiliser l'ensemble des outils de l'Agence française de développement. On a des outils qui sont des prises de participation. On a aussi des mécanismes de quasi-fonds propres en fait. Donc ça, c'est des fonds de type prêt d'honneur ou garantie qui vont permettre en fait à des banques de prêter à des entrepreneurs avec moins de risques. Et on peut aussi financer plutôt au stade de PME, quand c'est du capital développement, ou au stade de PME, en direct en equity, donc en prenant des participations dans les entreprises, ou alors en leur octroyant des prêts en direct. Au total, ce sont près de 10 000 petites et moyennes entreprises africaines qui bénéficieront de Choose Africa, dont 600 via des prises de participation. Il y a tout un programme de sélection d'entrepreneurs ivoiriens et on va d'ailleurs sélectionner 3 entrepreneurs à l'issue d'un concours de pitch qui vont pouvoir être participants d'un séminaire d'accompagnement qui aura lieu à Marseille en décembre. Toutes ces actions d'appui sont bien accueillies par les opérateurs économiques ivoiriens, soucieux de développer un environnement favorable à l'éclosion de l'entrepreneuriat et aux PME. Ce que font l'AFD et Proparco permettra de voir clair dans les rôles et les objectifs de chacune des composantes de l'écosystème entrepreneurial et à partir de là, des initiatives de mise en ordre, de réglementation, de textes adaptés à notre activité pourront voir le jour. Pour les PME et start-up, l'initiative Choose Africa, c'est environ 2 000 milliards de francs CFA à débloquer d'ici 2022. Et rien ne devrait faire obstacle au développement de la jeune fille. C'est le message que lancent les Nations Unies. Tous les 11 octobre marque la journée internationale de l'éducation de la fille. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a mis en place un mécanisme de protection et de pleine participation de cette frange de la population à la vie active. Le point de la situation dans ce reportage de Sephora Zegui. 11 filles victimes de viol en 2019. L'une d'entre elles a malheureusement perdu la vie à la suite de ce crime. Des cas de viol et violences faites aux filles sont monnaie courante en Côte d'Ivoire depuis ces 5 dernières années. Des efforts sont consentis pour promouvoir les droits des filles, gage de leur autonomisation. Il s'agit entre autres du code pénal qui protège les enfants contre toutes les atteintes à leur vie, à leur intégrité physique, morale et sexuelle. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est la tolérance zéro face aux cas de viol. C'est ainsi que cette année même, une loi portant code pénal en vue d'assurer la sécurité et la paix sociale a été adoptée et cette loi réprime sévèrement les cas de viol. Donc, sont punis d'un emprisonnement de 5 à 25 ans les cas de viol et lorsqu'il s'agit d'un enfant mineur, notamment d'une petite fille, il s'agit d'enfants vulnérables ou encore de viol collectif, c'est la prison à vie. Dans le cadre de la protection des droits de l'enfant et la lutte contre l'impunité, les forces de l'ordre sont mises à contribution. Il a été mis en place une quarantaine de centres d'accueil genre dans les commissariats qui permettent donc aux victimes ou à leurs
familles d'aller dénoncer les cas de viol en toute discrétion. Donc, ce qui permet de les mettre en confiance. C'est la lutte contre l'impunité. Et donc, c'est de sensibiliser en tout cas les populations, de sensibiliser les familles, les parents, pour qu'il n'y ait pas l'omerta face à ces actes de viol. Pour que les dénonciations puissent être faites en toute sécurité, de les rassurer. Malgré toutes ces actions, les filles sont encore victimes de diverses violences. Le 11 octobre de chaque année est donc dédié à la jeune fille par les Nations Unies depuis 2012. Objectif, rendre hommage aux filles du monde entier qui inspirent, font bouger les barrières et prennent en main leur avenir. Et la météo est très peu favorable ces jours. La pluie fait des dégâts, la foudre s'abat sur un domicile. Une mère de 30 ans, son époux de 45 ans et leur enfant de 3 ans périssent. C'est ici à Abidjan, dans le village d'Adouin-Santé. À Bobo aussi, précisément au quartier Bokabo, le mur d'une maison s'écroule sur une jeune fille de 19 ans. Elle et son enfant de 2 ans trouvent la mort. Le bilan est donc porté à 5 morts. À l'intérieur du pays également, à Mans, les eaux emportent une fillette. On aura plus de détails avec notre correspondante Herve Boué. La vigilance orange est activée pour 3 jours. C'est le lieu d'appeler à la prudence. Les mesures de sécurité aussi se renforcent. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale en tournée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cela fait suite à l'attaque de la brigade de Guiglo. C'était dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier. Il appelle ses hommes à la vigilance. Le général Apalo Touré encourage les forces à mener à bien leur mission. Mamadou Kwasi. Brigade de gendarmerie d'Issia dans la région du Haut-Sassandra. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale échange avec ses hommes sur des questions de sécurisation. Cette rencontre a constitué la première étape de cette tournée effectuée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Une tournée qui fait suite à l'attaque perpétrée contre la brigade de gendarmerie de la ville de Guiglo dans la nuit du 24 au 25 septembre dernier. Le général de brigade Alexandre Apalo Touré s'est rendu par la suite à Diokoué, Guiglo, Mans, Soubré, Gagnoua et Tiasalé. À chacune de ces étapes, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a demandé à ses hommes de redoubler de vigilance avant de donner des directives pour le renforcement de la sécurité dans les différentes unités et casernes. Il a également instruit les gendarmes à une bonne collaboration avec les autres forces, mais aussi avec la population. En plus des brigades de gendarmerie, le général Alexandre Apalo Touré s'est rendu dans les casernes et unités de police, notamment le bataillon de sécurisation de l'Ouest, Besso à Mans, et la préfecture de police de Mans. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a exhorté l'ensemble des forces de défense et de sécurité à la cohésion, à la solidarité et surtout à une bonne collaboration pour une meilleure synergie d'action sur le terrain. Ce contact direct et permanent du général Apalo Touré avec ses hommes est bien apprécié par ces éléments qui ont promis d'exécuter leur mission avec dévouement et professionnalisme. L'actualité politique est marquée par cette rencontre du RHDP à Yamoussoukro. C'est un séminaire des coordonnateurs régionaux et associés. Plus de 300 participants. Ils entendent renforcer l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire. Ils vont donc définir une feuille de route. Kader Sogodogo. Plus de 300 coordonnateurs régionaux et associés du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, se retrouvent pour la toute première fois ensemble à Yamoussoukro sur les terres natales de feu le président Félix Houphouët-Boigny pour participer à un séminaire dont l'objectif est de rendre plus fort le RHDP. Pour cette cérémonie d'ouverture, le directeur exécutif du RHDP rappelle les attentes de ce séminaire. Que nos populations comprennent que le RHDP est donc une chance, que la meilleure alternative crédible, c'est encore le RHDP. Que les acteurs du RHDP sont les leaders régionaux dont ils ont besoin. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de préparer que la présidentielle, mais c'est surtout aussi qu'au-delà de la présidentielle, nous devons rendre forts tous nos élus dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. C'est donc ainsi que nous avons instauré ce que nous avons appelé le e-militant. Le e-militant qui devra permettre à tous les militants, à tous les sympathisants, de pouvoir s'inscrire en ligne dès lors qu'ils se reconnaissent en tant que RHDP. Au nombre des participants, une vingtaine de ministres, 153 députés, 79 sénateurs, des maires et des présidents de conseils régionaux, fin des travaux dans 48 heures.
Le président de la République en visite d'État dans le Hambol, c'est du 27 au 30 novembre. C'est une tournée très attendue par les populations. Le ministre de l'administration du territoire a officiellement informé les élus et cadres de la région. Sidiki Diakité les invite à se mobiliser. Abou Sanogo. Le président de la République, Alassane Ouattara, effectuera sa 29e visite d'État dans la région du Hambol au centre-nord du pays du 27 au 30 novembre prochain. L'annonce officielle a été faite aux cadres, élus et populations du Hambol par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation Sidiki Diakité dans la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan, Archicomble. Cette visite constituera donc de ce fait une excellente opportunité de renforcer l'esprit d'union, d'unité et de fraternité entre tous les enfants de la région et partant du pays autour des valeurs de la République. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a décliné les grandes lignes de cette visite. Les élus, cadres et populations du Hambol attendent cette visite. Ils s'engagent à tout mettre en œuvre pour qu'elle connaisse un succès. Nous prenons l'engagement dès maintenant pour que toutes les filles et tous les fils du Hambol, la main dans la main, fassent en sorte que cette visite-là soit la meilleure qu'on ait vue depuis fort longtemps. C'est avec joie que nous allons accueillir notre frère, notre fils, notre papa, le président Alassane Ouattara, parce qu'on sait que c'est un apport du développement et notre région a amorcé son développement avec le président de la République. On est plus que content parce que les populations du Hambol attendaient ça. Ça sera une visite inoubliable. Katiola, Dabakala et Nyakaramadugou, les trois grands départements du Hambol, entendent réserver au président de la République Alassane Ouattara un accueil historique. La commission d'accès à l'information d'intérêt public s'ouvre à tous. Vous y êtes donc attendus pour vos besoins spécifiques. La KIDP a initié des rencontres. Le deuxième rendez-vous vient de se tenir. Le but est de faire de l'accès à l'information comme un instrument de la bonne gouvernance. Les explications de Patricia Omouetia. Échange interactif entre les participants et le conférencier. Ouagaoubou a présenté la définition de l'information ou du document d'intérêt public, les modalités d'accès et l'attitude de l'administration ou de l'organisme saisi face à la requête. L'accès à l'information apparaît comme un outil extrêmement important dans le développement de la bonne gouvernance et tout plus particulièrement dans son aspect de lutte contre la corruption. Rejet tacite, partiel ou formel peuvent être les suites réservées à toute requête dans un délai de 30 jours, à l'exception des journalistes et chercheurs pour qui la loi dispose d'un délai de 15 jours à partir du dépôt de la requête. L'État, comme le dit la loi, a l'obligation de favoriser l'accès des informations d'intérêt public et les documents publics aux populations, aux usagers. Donc c'est pour eux un droit. De 2016 à 2019, 237 saisines ont été traitées, 17 décisions rendues et 220 requêtes ont été satisfaites. Cette tribune ne doit pas être perçue comme un espace de discussion de plus ou de trop. Son objectif est de devenir une lucarne, une opportunité qui permette à tous de saisir l'essence de l'accès à l'information, qui est de rapprocher deux partenaires, l'État et les citoyens. Les rencontres de la KIDP se veulent être un cadre d'échange interactif et d'apprentissage mutuel et ambitionnent également de contribuer à la promotion de la bonne gouvernance et de la démocratie participative par un accès équitable et juste des citoyens aux informations et documents publics. Cette information, elle est rendue publique hier, le 21 décembre. On connaîtra les meilleurs journalistes de cette année. La soirée Ebony, c'est le 21 décembre à Yamoussoukro, une soirée de distinction dont le parrain, c'est le Premier ministre. Le dépôt des candidatures, c'est du 31 octobre au 14 novembre 2019, nous apprend Didier Nguessan.
La Nuit des Ébonies, cérémonie de distinction des meilleures productions journalistiques, se tiendra le 21 décembre prochain à Yamoussoukro. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, et son bureau lancent officiellement cette 21e édition, placée sous le parrainage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les productions en compétition sont comme à l'accoutumée. 3 interviews, 3 reportages, 3 enquêtes ou dossiers. Le jury du concours sera présidé cette année encore par Mme Marie-Paul Didier Abo. Le ministre Amédée Kouakou et le représentant du ministre de la Communication et des Médias apportent leur caution aux journalistes. Plus que jamais, il vous faut aller dans les tréfonds des sujets à traiter et veiller à ce que vos productions permettent à vos lecteurs, téléspectateurs, auditeurs, internautes, de s'enrichir de connaissances après vous avoir lu, vu ou entendu. Votre mission d'information et de formation des opinions vous l'impose. Votre métier est capital pour la construction de toute nation. Les conditions des journalistes ne peuvent s'améliorer que si nous avons un climat de paix et si nous avons un climat de cohésion où on sait que les investisseurs, sentant que ce pays est stable, on vient donc investir dans ce pays. Sont prises en compte les productions réalisées du 3 octobre 2018 au 30 octobre 2019. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.